Vous êtes sur Ecofin Télévision et vous faites bien. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous d'analyse de l'actualité économique vue de la rédaction de votre télévision. 3 sujets seront abordés au cours de cette émission. Tout d'abord, l'aéroport international d'Ndjili qui va être construit tout simplement par une entreprise américaine après les tentatives de 2018 avec l'entreprise chinoise WIETC sous Joseph Kabila, on se rappellera, mais également avec Milvest, la filiale de Miller Holding. Cette fois, c'est l'entreprise américaine SOM Skidmore, Owings & Merrill qui va désormais prendre ce projet en main pour le mener à bon port. Nous nous poserons justement la question de savoir si cette fois ce projet va finalement aboutir à une construction donc de l'aéroport d'Ndjili. Et puis en parlant justement des entreprises américaines, la présence américaine en RDC, s'il y a un partenaire du pays que cela inquiète, c'est bien la Chine. Pourquoi nous le disons? Parce que justement le développement de l'actualité sur le terrain l'atteste. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a accordé une audience en début de cette semaine à une délégation de haut niveau de la République populaire de Chine. La Chine, justement, avec ses dizaines de milliards de dollars américains d'investissement et son influence historique, perçoit-elle la présence américaine comme une menace directe à ses intérêts en République démocratique du Congo, ou plutôt un simple défi à relever sur les plans économiques et stratégiques? Nous nous poserons justement cette question dans cette émission avec plus d'analyse et de décryptage. Et puis nous l'avons abordé également dans nos précédentes émissions. Jacques Kabula Katoué, le gouverneur de la province du Haut-Katanga, ne fait plus partie n'est plus à la tête de l'exécutif provincial de cette province. À travers une décision, le ministère de l'Intérieur a décidé de confier l'intérim de ce poumon économique de la RDC à son vice-gouverneur Martin Kazembe Choula. Le départ de Jacques Kabula ouvre-t-il la voie au décollage et au développement enfin tant attendu de la province du Haut-Katanga? C'est ce que nous allons voir dans cette émission. Bienvenue à toutes et à tous une fois de plus dans votre rendez-vous d'analyse et de décryptage de l'actualité économique. Et pour analyser tous ces sujets, je ne suis pas seul sur ce plateau, comme d'habitude, accompagné de nos analystes maison, Tony Antoine Dibendila. Bonjour et bienvenue. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être là, comme d'habitude. Igor Biwaka, bienvenue. Merci Patrick, un réel plaisir. Un réel plaisir, effectivement, de vous recevoir aussi sur ces plateaux. On va amorcer tout de suite par le tout premier sujet annoncé dans l'entame de cette émission. Il s'agit de la construction de l'aéroport international d'Ndjili. Après des tentatives infructueuses, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de confier la construction de ce bâtisse, en tout cas, à une entreprise américaine. Il s'agit de Skidmore, Owings & Merrill. Le coût du projet estimé à 500 millions de dollars américains. Avant d'analyser tout ceci, on voit d'abord les tenants et les aboutissants et on se retrouve juste après. L'aéroport international d'Ndjili, porte d'entrée des sorties stratégiques de la République démocratique du Congo, est devenu le théâtre d'une saga des projets de réhabilitation avortés, laissant derrière lui une litanie de promesses non tenues et des questions brûlantes sur la gestion des fonds publics. Alors que l'entreprise américaine Skidmore, Owings & Merrill est la nouvelle entité chargée de cette tâche colossale, l'ombre des échecs passés plane notamment sur les aspects financiers. L'histoire des désillusions d'Ndjili remonte à l'administration de l'ancien président Joseph Kabila. En mai 2018, un projet ambitieux de modernisation visant la construction des nouveaux terminals et d'une nouvelle tour de contrôle avait été lancé en grande pompe. Les rapports de l'époque indiquaient un coût estimé à près de 355 millions de dollars américains.
L'entreprise qui devait initialement exécuter ces projets était le groupement chinois China National Aero Technology International Engineering Corporation, suite à un accord des partenariats entre la RDC et la Chine. Cependant, au-delà de la pose symbolique de la première pierre par le président Kabila, les travaux n'ont jamais véritablement décollé. Les fonds alloués ou mobilisés pour ces projets, dont l'origine, prêts, fonds propres de l'État et l'utilisation précise, restent largement opaques, se sont dissipés sans qu'une infrastructure concrète ne voie le jour, laissant l'aéroport dans un état de vétusté alarmant et les questions sur la gestion des deniers publics sans réponse claire. Plus récemment, en 2023, l'entreprise turque Milvest, une filiale des Miller Holding, avait fait une proposition retentissante pour reprendre les projets. Milvest s'était engagé à investir 1,2 milliard de dollars américains dans la construction de nouvelles infrastructures aéroportuaires avec un modèle de concession pour 29 ans. La société turque avait même présenté un plan directeur des travaux. Malgré l'ampleur de l'investissement promis par Milvest, la perspective d'une modernisation sans poids sur les budgets de l'État, selon leur déclaration, cet accord n'a finalement pas été concrétisé. Les raisons de cet avortement ne sont pas entièrement publiques, mais il est probable que des désaccords sur les modalités financières, les garanties requises ou la capacité de Milvest à mobiliser un tel montant ait conduit à l'arrêt du partenariat, repoussant encore l'espoir d'une rénovation. Aujourd'hui, l'attention se tourne vers l'entreprise américaine Skidmore, Owings & Merrill, une firme de renommée mondiale connue pour ses réalisations architecturales et d'ingénierie d'envergure, parmi lesquelles le One World Trade Center à New York, la Jinmao Tower en Chine ou encore le Burj Khalifa à Dubaï. Bien que moins médiatisé que leur gratte-ciel, SOM a également réalisé des projets aéroportuaires et d'infrastructures significatifs démontrant leur expertise dans les grands complexes des transports. Des projets comme le nouveau terminal de l'aéroport international de Kansas City illustrent leur capacité à moderniser et à transformer des infrastructures existantes. Ces réalisations montrent la capacité des SOM à concevoir et à livrer des projets d'une complexité technique et d'une envergure architecturale considérable, ce qui explique leur réputation mondiale dans les domaines. Pour l'aéroport international d'Ndjili, le coût des travaux, actuellement projeté avec SOM, est estimé à 500 millions de dollars américains avec une inauguration prévue pour décembre 2027. La question cruciale demeure: qu'est-ce qui garantit que cette fois-ci, cela marchera, notamment sur les plans financiers? Les précédentes tentatives ont souvent achoppé sur les déblocages intermittents ou l'insuffisance des fonds. Un plan de financement détaillé avec des conditions de déblocage strictes et vérifiables, potentiellement supervisées par des tiers ou des institutions internationales pourrait assurer. Le cas de l'aéroport d'Ndjili est devenu un baromètre de la capacité de la République démocratique du Congo à concrétiser ses ambitions infrastructurelles. La population congolaise, lasse des promesses non tenues et des fonds dilapidés, attend désormais des preuves tangibles de l'engagement des autorités et de leurs partenaires. Pour SOM, il ne s'agit pas seulement de construire une infrastructure, mais aussi de restaurer une confiance lourdement érodée. Bonjour Tony-Antoine Dibendila. Bonjour. Et on vient de le voir justement, la RDC qui décide donc de confier effectivement ce marché de la construction de l'aéroport d'Ndjili à une entreprise américaine reconnue pour avoir participé à des grandes réalisations à travers le monde, notamment dans le domaine aéroportuaire. Skidmore, Owings & Merrill, pour être précis.
On sait que cette attribution de ce marché intervient après plusieurs tentatives infructueuses. On se rappellera notamment en 2018 avec la pose de la première pierre par l'ancien président Joseph Kabila, avec l'entreprise chinoise Weya International Economic and Technical Cooperative, ce qui n'a pas marché d'ailleurs, avec le montant estimé à 355 millions de dollars américains. Aujourd'hui, qu'est-ce qui nous rassure? Qu'est-ce qui rassure à la population congolaise que l'avènement, le fait que le gouvernement de la RDC ait confié ces projets à l'entreprise américaine va enfin aboutir? Je voudrais d'abord commencer par signifier le fait que ça fait plusieurs années que la République démocratique du Congo, les autorités congolaises estiment qu'il fallait un aéroport viable. Parce que celui que nous avons aujourd'hui ne fait pas le poids. On ne peut même pas aujourd'hui les mesurer à l'aéroport qui sera bientôt disponible à Kolwezi, l'aéroport international donc je crois que les besoins est là, les besoins est présent, ça date de plusieurs années déjà. Vous l'avez si bien rappelé ici que sous Kabila, il y avait un projet d'érection d'un aéroport, d'une infrastructure aéroportuaire des qualités, des standards internationaux. Effectivement. Mais un projet où nous avons tous vu l'ancien président en pompe poser une première pierre. Au dépôt de la première pierre. On sait que ce projet n'a jamais vu le jour et il s'est limité qu'au dépôt de cette première pierre. Mais aujourd'hui, on savait aussi qu'il y avait déjà des tractations et il y avait déjà de l'investissement de l'entreprise Milvest. Milvest avait investi jusqu'à 15 millions de dollars pour les études de faisabilité. Effectivement. Et ainsi de suite. Et après, il y a eu le projet est entré en suspens. On rappelle que le coût global en ce qui concerne Milvest, c'était 1,2 milliard de dollars américains, une sorte de concession. Tout à fait. Et donc, le projet est resté en suspens. On savait que Milvest était prêt à financer la construction de cet aéroport, plus d'1 milliard de dollars, vous l'avez rappelé. Et l'État congolais n'allait même pas, ça c'est, je reprends M. Mildon, le DG de Milvest, l'État congolais n'allait même pas verser un seul dollar. Et donc c'est Milvest qui est allé construire, mais après exploiter cet aéroport. Pendant 29 ans quand même. Voilà, durant une certaine période. Et donc le gouvernement allait donner des garanties pour cet investissement assez colossal. Mais ça n'a pas marché. Les vice-premiers ministres des Transports... Qu'est-ce qui a fait justement que ça ne puisse pas marcher? Justement, mais je crois que les premiers éléments de réponse, on peut les trouver dans les propos de la ministre d'État en charge des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba, lors de la présentation de la maquette architecturale de cet aéroport. La toute récente d'ailleurs. Voilà, la toute récente. Je crois qu'une partie d'éléments se trouve dans son propos lorsqu'elle signifie que ces projets rentrent dans les cadres d'une coopération beaucoup plus large entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique. Parce qu'il faudra déjà rappeler le fait que il y a un partenariat large aujourd'hui. Oui. On sait aussi l'engagement américain en Afrique et aussi en RDC, mais aussi un aéroport international dont la capitale est une infrastructure stratégique. Effectivement. Et donc je crois que les Américains voudraient aussi se sentir à l'aise et que c'est un projet aussi important alors qu'ils veulent, eux, amener beaucoup d'investissements ici et qu'il y ait des firmes américaines qui s'occupent de ces projets. Et on sait aussi déjà dès, je crois, fin 2024, il y avait un tâtonnement. Déjà, les ministres, les DG des Milvest, ça posait problème parce que les VPM des transports, Jean-Pierre Bemba avait laissé entendre qu'il y aura en tout cas cet aéroport, mais ce ne sera pas avec Milvest. Alors que les DG des Milvest continuent à insister qu'ils sont dans les coups et on verra bien d'ici février 2025. Mais aujourd'hui, on voit que c'est la firme américaine SOM qui prend l'affaire. Et les garanties concernant la construction, nous allons voir, parce qu'en fait, dans les passés, il y a eu des projets comme ça. Et Milvest, on se disait, Milvest est dans plusieurs projets. Nous avons vu les centres financiers, et nous allons l'Arena notamment. Des dollars. On voit Arena qui part un peu vite. Et on nous dit qu'il y aura, donc on était quand même sûr qu'il y a des grands
investissements ici et des grandes infrastructures. Cela est arrivé après la venue ici du président Erdogan. Tout à fait. Et donc je crois qu'aujourd'hui, SOM est arrivé et un partenariat plus large entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Je venais d'ailleurs de citer Thérèse Kaikwamba, je les reprends ici au mot, elle dit que ces projets illustrent une vision de coopération plus large qui dépasse les cadres habituels des minerais stratégiques. C'est-à-dire que on est là dans un partenariat assez large avec les États-Unis. Cette firme-là reprend le projet et donc espérons que la présence américaine, avec toute cette volonté démontrée ces derniers mois, qu'il y aura quand même quelque chose et que cet aéroport, enfin, on pourra l'avoir. Parce que déjà, la livraison ou la mise en service est prévue dès premier trimestre 2028. Effectivement. Alors, Igor Biwaka, on a vu justement, Tony-Antoine Dibendira l'a dit, que Milvest s'engageait à financer seul, en tout cas à hauteur d'un peu plus d'1 milliard de dollars américains, la construction de l'aéroport d'Ndjili, et que le gouvernement de la RDC devait juste apporter des garanties. On sait que Milvest, c'est quand même un partenaire sérieux dans la réalisation de ces différents projets. Où est-ce que ça n'a pas marché, selon vous? Est-ce que l'État congolais n'a pas donné assez de garanties, ou tout simplement l'avènement, la coopération avec les États-Unis est venu chambouler le tout? Évidemment, Patrick Lumbala, le contexte géopolitique, n'est-ce pas, ne reste pas toujours maussade. Donc, vu au fait le dynamisme du contexte géopolitique et géostratégique, évidemment, c'est pour cette raison, je pense bien que le gouvernement congolais s'est décidé, évidemment, de s'orienter vers les États-Unis d'Amérique, avec qui, évidemment, on va avoir un deal en gestation déjà d'ici, je crois bien, au 27 juillet. Et le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, va se rendre aux États-Unis d'Amérique pour, évidemment, boucler, au fait, cet accord dont on a tant parlé ici, Patrick Lumbala. Et Patrick, il faudrait également relever, en fait, le fait est que il ne s'agit pas, en fait, vous l'avez rappelé dans votre introduction, que ce n'est pas la première fois que la République du Congo puisse s'engager, au fait, dans la construction de cette infrastructure aéroportière, évidemment, en pleine capitale. Et ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas, en fait, quelque chose à prendre à la légère, puisqu'il s'agit là de la capitale, c'est-à-dire de la porte d'entrée du pays. Et c'est beaucoup plus stratégique si aujourd'hui le gouvernement a confié, n'est-ce pas, la construction de cet ouvrage aux USA. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai tantôt souligné ici, il y a un deal en gestation entre les deux pays. Et aujourd'hui, la République démocratique du Congo veut, n'est-ce pas, améliorer ses relations bilatérales avec les États-Unis d'Amérique, chose qui n'était pas dans le passé. Et la République ne peut améliorer cette relation que si, n'est-ce pas, à travers cette infrastructure aéroportière, le commerce s'est fait direct. Améliorer, Igor Biwaka, la relation bilatérale avec les États-Unis, qui t'a frustré d'autres partenaires comme la Turquie, qui était déjà là. Mais vous parlez de la Turquie, il faut remonter encore beaucoup plus loin, Patrick Lumbala. On était là avec je dirais, l'entreprise constructrice chinoise, International Economic and Technical, je crois, coopérative, qui devrait, n'est-ce pas, financer le même projet à hauteur de, je crois, 364 millions de dollars américains. C'était en 2018. En 2018, dont le gouvernement avait déjà déboursé 20 millions de dollars américains. Tout à fait. Mais où est partie la somme? La question également que l'on se pose également, voyez-vous. Avec Milvest, c'est vrai que Milvest avait pris l'engagement de financer à hauteur de 1,2 milliard de dollars américains, n'est-ce pas, pour une occupation, une gestion de 29 ans. Moi, je trouve que également cette façon de faire était aussi un tout petit peu trop exagérée. C'est vrai que vous financez à hauteur de 1,2 milliard de dollars américains, le montant est colossal, il faut le dire, mais quand même gérer pendant 29 ans cette infrastructure aéroportière qui représente en fait la porte d'entrée. Mais c'est un contrat de concession. C'est un contrat de concession. Et ça se passe d'ailleurs partout dans le pays, je ne le conteste notamment pas. Sur les routes, je ne le conteste sur pas, les modèles mais de concession. 29 ans, c'était un tout petit peu trop. Moi, je trouvais que les contrats étaient un tout petit peu déséquilibrés. C'est pour cette raison qu'on a confié, n'est-ce pas, le même ouvrage aux USA. Mais en fait, ici, il faut marteler sur un fait, Patrick Lumbala. Le fait est que qu'on n'assiste plus à ces feuilletons du passé, c'est-à-dire qu'on annonce la première pause et par la suite, rien ne s'est fait. Vous allez vous en souvenir également que le président de la République, lui aussi, l'avait posé la première pierre, l'actuel président de la République, pour la construction, n'est-ce pas, de cet ouvrage aéroportière sous, n'est-ce pas, la direction des Milvest. Mais rien. Les travaux ont déjà débuté. Les travaux avaient débuté, mais avec une lenteur, Patrick Lumbala. Parce qu'il y avait encore beaucoup de couacs, voyez-vous. Donc aujourd'hui,
ce que nous espérons, n'est-ce pas, de ces partenariats, si on peut les dire ainsi, entre le gouvernement congolais et SOM, l'entreprise américaine Skidmore, que, n'est-ce pas, qu'on aboutisse vraiment à la matérialisation de cet ouvrage. Mais je pense bien que, d'après les perspectives géostratégiques et géopolitiques, vu que la République démocratique du Congo va s'engager en long terme, n'est-ce pas, dans une coopération avec les États-Unis d'Amérique, je parie bien, je pense bien que les États-Unis d'Amérique vont s'impliquer pour la construction de cette infrastructure aéroportière. Pourquoi? Parce qu'un aéroport a beaucoup d'implications, a beaucoup d'incidences sur le plan commercial, sur le plan de la stimulation, n'est-ce pas, des investissements et autres. Aujourd'hui, les USA, ils veulent, n'est-ce pas, s'implanter, considérer la République démocratique du Congo comme étant un hub économique et un hub régional qui va booster non seulement, n'est-ce pas, le développement de la sous-région, mais le développement également en partie des États-Unis d'Amérique. Parce qu'eux aussi, ils ont besoin de gagner quelque chose à travers ces partenariats. Donc, d'où l'implication, une implication, je dirais, beaucoup plus forte des USA. Ils vont, je pense, s'impliquer pour la livraison, n'est-ce pas, de cet ouvrage d'ici 2028, premier semestre 2028, comme on l'a tantôt mentionné ici. Effectivement. Alors, Tony Antoine Dibendila, on sait que SOM a quand même de l'expertise, notamment dans la construction des ouvrages d'une telle envergure. On sait qu'ils ont construit aux États-Unis le One World Trade Center, le célèbre, mais aussi le Burj Khalifa à Dubaï. Ils ont quand même cette expérience. Aujourd'hui, l'attribution de ce marché à cette firme américaine, est-ce qu'on peut considérer simplement que c'est une patte blanche que la RDC veut montrer aux États-Unis dans le cadre justement de cette coopération économique qui se profile à l'horizon? Mais je crois que ce n'est pas une simple bonne volonté de la part de la République démocratique du Congo à l'égard des États-Unis d'Amérique. Je crois que le problème, c'est aussi au niveau peut-être de la relation qu'entretenait ces derniers mois la RDC et Milvest. Parce que déjà, vous vous rappelez, les projets centres financiers a posé quelques problèmes. Il y a eu beaucoup de rumeurs liées peut-être à des surfacturations, ainsi de suite. Au-delà de ça, nous savons que le projet à Kinshasa Arena avait aussi bloqué. Il y avait un montage financier qui ne répondait plus à ce que les travaux partent assez vite. Et puis, un autre élément, vous avez, je crois, suivi Messier Tyran Mildon, le DG de Milvest, qui lui-même dans les médias a dit qu'il voulait, lui, sa volonté, la volonté de sa firme était d'accompagner le développement de la RDC, et il ne voulait pas que l'État congolais mette des moyens. Il accepte de mettre des moyens et d'exploiter l'aéroport en retour avec juste un peu de garantie gouvernementale. Mais il s'était montré ouvert, disant que s'il y a un partenaire, ou si l'État congolais accepte lui-même de financer à hauteur de 500 ou 800 millions, que l'État était capable de financer un projet comme ça, et donc il serait heureux de se retirer, se disant qu'il y a de moyens pour construire une telle infrastructure. Et donc, c'est-à-dire qu'il y avait une certaine ouverture de sa part, donc l'entreprise pouvait se désengager. On sentait que son engagement était peut-être que également les contrats n'étaient pas assez équilibrés pour l'État congolais, parce qu'on estime gérer pendant autant d'années et vous n'avez pas le contrôle complet d'une infrastructure aussi stratégique. Ça posait de questions. On pouvait accepter pour un stade comme Kinshasa Arena, on pouvait également accepter pour les centres financiers à la limite pour le projet, mais pour des infrastructures aussi stratégiques, ça pose beaucoup de questions, ça pose des questions. Et donc, il y a des questions sécuritaires, j'ai évoqué les histoires stratégiques. Ce n'est pas une simple infrastructure liée au transport, tout simplement. Il y a des questions, beaucoup d'éléments qui peuvent tourner autour de ces projets. C'est pourquoi j'estime que ces projets, il fallait en tout cas que l'État congolais ait un contrat qui pouvait les permettre aussi d'avoir un certain contrôle de ces aéroports. Justement, il y a souvent eu des problèmes sur le montage financier notamment, mais qu'est-ce qui prouve? C'est ça même la question. Qu'est-ce qui prouve qu'avec SOM, on va finalement aboutir? Parce que ça fait quand même des années, près de 10 ans maintenant, que les Congolais attendent la concrétisation de cet ouvrage. Ce qui est vrai, pour l'instant, il n'y a pas encore une divulgation ou une présentation officielle du contrat qui permettra à ce que nous ayons
des analyses complètes. On parle déjà de 500 millions de dollars. Voilà, ça c'est les coûts. C'est à peu près ce que demandait Mulvest aussi. Ça naviguait entre 800 millions, 1 million 200 000. Et cela dépend aussi c'est-à-dire que la qualité ou quasiment la taille de l'infrastructure que vous aurez. Cela dépend d'une entreprise à une autre. Une autre entreprise pouvait aussi demander des milliards, peut-être pour un projet encore beaucoup plus vaste. Donc voilà, c'est à ce niveau-là. Et d'autres détails liés par exemple au fait que l'État congolais serait peut-être capable de payer une partie ou quasiment 80% de ces projets. Ça, à ce niveau, on n'a pas tout le détail, mais ce qui est vrai que l'État congolais a aujourd'hui attribué ces grands projets à la firme américaine. Je ne voudrais pas revenir sur la notoriété de cette firme au regard de ses réalisations à travers le monde, mais je voudrais simplement souligner le fait que c'est une entreprise sérieuse et qu'aujourd'hui, ces projets rentrent dans le cadre d'un cadre beaucoup plus large qui dépasse simplement cette infrastructure. On sait qu'il y a... Pourquoi j'ai parlé ici des pattes blanches voilà justement, de la RDC. Il y a également ces deals-là, c'est-à-dire mettre tous les éléments, d'une part la bonne volonté peut-être gouvernementale, d'autre part avoir un certain regard sur cette infrastructure aussi stratégique. Ça pourrait paraître comme des éléments crédibles qui ont orienté la décision aujourd'hui du gouvernement congolais. Effectivement, je vous pose la même question, Igor Biwaka. Qu'est-ce qui prouve aujourd'hui qu'est-ce qui peut rassurer les Congolais aujourd'hui que, voilà, cette fois, après l'entreprise chinoise en 2018, Milvest en 2023, qu'est-ce qui prouve aujourd'hui que SOM, l'entreprise américaine, va aboutir, va aller jusqu'au bout avec ce projet? Qu'est-ce qui nous rassure? Simplement parce que c'est les États-Unis? Il n'y a pas d'assurance, Patrick Lumbala, mais c'est la livraison de l'ouvrage. Voyez-vous? Donc, pour être beaucoup plus pragmatique, je pense bien que nous tous, en tout cas, nous estimons que nous voulons que cet ouvrage soit livré à la date convenue, c'est-à-dire au premier semestre 2028. Mais comme je l'avais tantôt déjà souligné ici, c'est vrai, il y a nécessité, il y a urgence pour les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, de construire cet ouvrage aéroportuaire pour la République démocratique du Congo, premièrement d'abord, mais également pour leur intérêt personnel. Pourquoi? Parce qu'ils n'aimeraient pas, au fait, faire des randonnées, n'est-ce pas, entre USA et RDC, à travers un aéroport, un ouvrage aéroportuaire vétuste ou encore avec beaucoup plus de dangers. Non. Vous savez, les Américains, c'est un pays sérieux, voyez-vous, et lorsqu'ils entreprennent des relations bilatérales avec X ou Y pays, ils prennent en tout cas le temps de scruter tous les détails possibles pour que ces relations bilatérales, n'est-ce pas, soient au bon fixe et que ces relations bilatérales aboutissent à quelque chose de mieux. Mais pour la République démocratique du Congo également, il y a nécessité, n'est-ce pas, de se procurer un nouvel ouvrage aéroportuaire. Pourquoi? Parce que cela va permettre, n'est-ce pas, au pays d'avoir, de dynamiser un tout petit peu, en fait, son commerce extérieur, de stimuler les investissements, mais également de stimuler, en fait, les relations avec le monde, la sous-région et l'Afrique, mais également cela va faire en sorte que, n'est-ce pas, à travers cet ouvrage aéroportuaire qui pourra peut-être générer une affaire de 3 millions d'emplois, c'est possible en tout cas à travers ces 3 millions de passagers qu'il va recevoir, voulais-je dire, mais avec la création, avec la garantie d'avoir beaucoup plus d'emplois, ça va permettre à l'économie un tout petit peu de respirer, mais aussi ça va donner au pays beaucoup plus de garanties pour pouvoir se représenter tant sur le plan régional que sur le plan international. Tout à fait. Vous avez donc dit que les Américains, c'est le sérieux, et on espère que du côté de la RDC, il y aura également du répondant. Tout dépend de l'implication, évidemment, du gouvernement. Tout à fait. Ça veut dire du sérieux également de notre part. On va refermer donc ces sujets pour ouvrir autre chose, puisqu'on a déjà commencé à parler de la présence américaine en République démocratique du Congo. S'il y a en tout cas un pays qui s'inquiète de la présence croissante des États-Unis d'Amérique en RDC, eh bien, c'est la Chine. La Chine, avec ses dizaines de milliards de dollars d'investissement et son influence historique dans l'économie de la RDC, perçoit-elle finalement la présence croissante des États-Unis comme une menace à ses intérêts en République démocratique du Congo? Le développement des dernières actualités laisse entrevoir cette hypothèse, puisque une grande délégation de haut niveau chinoise est arrivée en RDC et s'est entretenue avec le président de la République. Mais on voit d'abord le contour de tout cela et on se retrouve après pour en parler.
La République démocratique du Congo, géant minier africain, se trouve plus que jamais au centre d'une intense compétition géopolitique et économique. Alors que les relations entre Kinshasa et Washington connaissent un réchauffement diplomatique notable, le président Tshisekedi a récemment accueilli une délégation chinoise de haut niveau. Ce balai diplomatique de haut vol n'est pas anodin. Il souligne l'immense valeur stratégique de la RDC et la volonté de grandes puissances d'y affirmer ou d'y maintenir leur influence à coups de milliards de dollars. La Chine, acteur économique dominant depuis de décennies, perçoit-elle le retour en force des États-Unis comme une menace directe à ses intérêts financiers colossaux? Depuis le début de l'administration Tshisekedi, les États-Unis ont réaffirmé leur intérêt stratégique pour la RDC, marquant une rupture avec de périodes de relations plus tièdes. Si l'accent est toujours mis sur la gouvernance, le droit humain et le soutien aux institutions démocratiques, les volets économiques et financiers a pris une ampleur sans précédent. Washington cherche à sécuriser l'approvisionnement en minerais critiques, essentiels à la transition énergétique mondiale dont la RDC est un acteur majeur. Le pays détient plus de 70% de réserves mondiales de cobalt et est un producteur majeur de cuivre. La valeur de ces minéraux sur le marché mondial se chiffre en dizaines de milliards de dollars annuellement. Face à une chaîne d'approvisionnement dominée par Pékin, les États-Unis visent à diversifier leurs ressources. Pendant que Washington opère son retour, la Chine n'est pas en reste. Pékin a bâti au fil des ans une position économique dominante en RDC avec des investissements massifs qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. La Chine est le principal partenaire commercial de la RDC, absorbant une part considérable de ses exportations minières. L'exemple le plus frappant est l'accord SICOMINE signé en 2008 et initialement évalué à 6,2 milliards de dollars. Ces contrats prévoyaient deux infrastructures en échange de l'accès à de vastes ressources de cuivre et cobalt. Récemment, sous l'administration Tshisekedi, cet accord a été jugé déséquilibré par Kinshasa. Des négociations ont eu lieu pour rééquilibrer le terme financier et augmenter la part de revenus pour la RDC, avec la possibilité que la Chine s'engage à investir jusqu'à 7 milliards de dollars supplémentaires dans les infrastructures, en plus de montants déjà engagés. Ces chiffres colossaux illustrent l'ampleur de l'engagement financier de la Chine et l'interdépendance économique tissée avec la RDC. Les entreprises chinoises sont omniprésentes dans l'extraction, le traitement et l'exportation des minéraux congolais. La réception d'une délégation chinoise de haut niveau n'est donc pas un simple acte diplomatique, c'est une manœuvre stratégique dans un contexte de haute tension économique. Si la Chine ne se sent pas menacée militairement, elle est indubitablement chahutée par le terrain économique et financier par la réaffirmation américaine. La visite de la délégation chinoise est une réponse directe à ces rééquilibrages. Elle vise à réaffirmer la position de la Chine comme partenaire incontournable, potentiellement en proposant de nouveaux engagements financiers ou en assouplissant certaines conditions. Pour la RDC, cette compétition est une opportunité historique. Kinshasa peut désormais négocier des accords plus équitables, exiger une plus grande transparence et diversifier ses partenariats économiques pour maximiser les retombées financières de ces immenses ressources naturelles. Le défi pour la RDC sera de naviguer habilement entre ces deux puissances économiques mondiales en s'assurant que la compétition de milliards de dollars profite véritablement au développement durable du pays et au bien-être de sa population plutôt que de la transformer en un champ de bataille pour l'influence étrangère. Et voilà donc, la Chine s'inquiète-t-elle, Igor Buaka? Je suis avec vous de la présence croissante des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, une délégation de haut niveau de la Chine venue de Pékin, qui est venue en RDC.
est-ce qu'on peut voir là les signes d'une inquiétude certaine du côté de Pékin? Avec raison. Avec raison. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez, le contrôle du secteur minier, du marché minier de la République démocratique du Congo pendant plus de 18 ans était évidemment sous les mains, sous le leadership de la Chine. D'ailleurs, c'est par même le contrôle, n'est-ce pas, de ces marchés miniers de la République démocratique du Congo que la Chine a pu constater, a pu, n'est-ce pas, voir sa croissance économique exponentiellement exploser. Voyez-vous, aujourd'hui, le marché, je l'ai toujours dit, Patrick Lumbala, qui contrôle le marché de la République démocratique du Congo, surtout le marché minier, contrôle le monde. Et la Chine voit en tout cas ces dangers. C'est en fait ce que l'administration Trump a pu comprendre quand on lui a proposé, en fait, c'est dit évidemment en agitation entre il faut rappeler que c'est la RDC qui est allée proposer. Oui, évidemment, quand on lui a proposé cela, l'administration Trump n'a pas voulu, en fait, laisser passer cette opportunité, cette chance qui lui assurait comme ça. Il ne pouvait pas s'imaginer qu'un jour, il pouvait peut-être avoir le contrôle, n'est-ce pas, de ces secteurs miniers, tout en comprenant, en fait, tout en sachant pertinemment que le pays régorgeait, en fait, d'énormes matières premières stratégiques, le cuivre, le cobalt, et les coltans, et des meilleurs encore. Et là, c'est une opportunité pour les États-Unis d'Amérique, mais c'est une inquiétude pour la Chine. Pourquoi une inquiétude? Puisqu'ils savent bien que c'est en fait un combat entre deux géants qui veulent se positionner sur le plan mondial. Vous savez, aujourd'hui, la Chine, c'est une puissance incontestable, économiquement parlant, qui rivalise même avec les États-Unis d'Amérique, et le secteur qui alimente régulièrement la Chine, évidemment, c'est la République démocratique, c'est l'Afrique, d'abord en général, mais particulièrement la République démocratique du Congo. Et la présence, n'est-ce pas, américaine sur le sol congolais, évidemment, ça ne peut qu'inquiéter la Chine. Mais moi, je dis ici, pour la République démocratique du Congo, c'est une opportunité de se positionner comme étant, de se positionner en force. C'est-à-dire de ne pas tourner les dos. Finalement un acteur principal. Évidemment, de ne pas tourner les dos vis-à-vis de la Chine, de négocier également avec la Chine, mais tout en ressortant en fait de partenariat gagnant-gagnant. Pourquoi? Parce que je l'ai dit ici, pendant plus de 18 ans, la Chine n'a pas été un partenaire fiable pour la République démocratique du Congo. Non, n'a pas été en tout cas un partenaire fiable pour la République du Congo. Nous l'avons constaté. Ils ont profité de notre faiblesse. Évidemment, ils ont profité de notre faiblesse pour pouvoir drastiquement s'enrichir sous les dames, je dirais, aux grandes dames, n'est-ce pas, du peuple congolais, mais également de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est interpellateur. Le fait que la RDC, n'est-ce pas, a jugé bon de tourner, pas de tourner complètement le dos, mais le fait que la République démocratique du Congo ait appelé, n'est-ce pas, sur son sol, la présence américaine, une présence qui va drastiquement concurrencer avec la Chine, c'est là ça s'inquiète. C'est pour cette raison qu'ils veulent maintenant essayer un tout petit peu d'arranger les choses, de se laver les mains, de voir si réellement ils sont toujours avec le gouvernement congolais, mais c'est là l'opportunité pour le pays, en tout cas pour le gouvernement congolais, de s'imposer et d'établir, n'est-ce pas, des relations 50-50 avec ces pays et faire en sorte que, n'est-ce pas, et ils bénéficient de nos matières premières et en contrepartie que nous puissions, n'est-ce pas, bénéficier du développement. Parce qu'avec la Chine, c'était minéré contre infrastructure, mais quelles ont été ces infrastructures routières qu'ils ont pu construire? Les infrastructures, la plupart des infrastructures routières construites avec la Chine sont des infrastructures qui, aujourd'hui, la plupart d'entre elles sont dans un état d'obsolescence aiguë. Et je dirais... Des infrastructures à usage unique, voilà, on peut le dire. C'est écœurant. Et donc, c'est l'opportunité pour la République démocratique du Congo, en tout cas, d'essayer un tout petit peu de rétablir, de voir, de réactualiser les relations bilatérales entre les deux pays. Puisque les relations bilatérales entre les pays, ce sont de vieilles relations bilatérales. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut beaucoup gagner de la Chine. La Chine, c'est un pays qui a la technologie. La Chine, qui est un pays aujourd'hui qui est au cœur même du développement sur le plan, sur le chiquier international. Pourquoi il n'y a pas d'échange de technologies entre la RDC et la Chine? C'est pour cette raison, d'ailleurs, nous donnons quand même beaucoup à ce pays-là. Beaucoup à la Chine. C'est même pour cette raison, Patrick Lumbala, que vous avez vu que cette délégation s'est apaisantie également sur la gouvernance politique, mais aussi sur le l'échange d'expérience entre les deux pays. Et c'est là même l'occasion pour la démocratie du Congo d'imposer plus, de chercher encore plus comment capitaliser cette relation au profit du développement, non pas des individus, mais du développement de la République démocratique du pays. Du Congo, on l'espère bien. Alors, Tony Dibendila, Igor l'a dit, le partenariat RDC-Chine, on se rappellera en 2008,
minerais contre infrastructure. On sait qu'avec les États-Unis, c'est, en tout cas de manière officielle, ça s'est dit maintenant à haute voix, minerais contre sécurité. Aujourd'hui, est-ce que la Chine a péché du fait de s'être détournée des réalités congolaises? Je parle notamment de la question de l'agression rwandaise. On a vu que la Chine, qui, de manière officielle, est le pays qui profite le plus du secteur minier congolais, mais lorsqu'il s'agit de prendre notamment des positions tranchées sur la question de l'agression rwandaise, la Chine était aux abonnés absents. Est-ce qu'elle est en train de payer aujourd'hui les frais de cette position-là? Mais je crois d'abord qu'il faudra commencer par noter un fait. Nous sommes à l'heure d'une confrontation géopolitique farouche entre les États-Unis d'Amérique et la Chine. C'est justement dans ces cadres-là que les jeux se jouent. Les USA, je voudrais commencer par les USA, se sont rendus compte quand c'est désengageant de l'Afrique, parce qu'à un certain moment, durant plusieurs années, les États-Unis s'étaient quasiment détournés de l'Afrique. C'est pratiquement par les biais de l'USAID que les USA étaient présents, et au moment où la Chine faisait les affaires avec l'Afrique. La Chine fait les affaires, les États-Unis viennent en aide, ils viennent aider tout simplement. Ils ont compris ces mécanismes-là, ils veulent se rattraper. C'est ce que les USA... On se rappellera d'ailleurs que la mine de Tenke-Fungurume appartenait aux Américains. Elle était une mine américaine. Aujourd'hui, elle appartient aux Chinois. Elle est passée chez les Chinois. Et donc, les USA se sont rendus compte qu'ils étaient en quelque sorte dupés. Les Chinois étaient sur place. Ils étaient en train de faire les affaires en Afrique, mais aussi en République démocratique du Congo, alors que c'était désengagé. Et voilà, donc laissant libre-champ à l'influence chinoise. Aujourd'hui, c'est les retours en force de l'oncle Sam. En tout cas, nous savons la volonté déjà américaine de mettre fin à la guerre entre la RDC et les Rwandais, qui remontent à plus de 30 ans avec tous les massacres enregistrés par le Congo. Au-delà de ça, nous avons vu l'activisme de Trump avec plusieurs présidents africains. Il a déjà reçu plusieurs, mais ce n'était pas le cas lors de son premier mandat. On sent que vraiment les histoires sont accélérées. Les États-Unis veulent changer les caps et la perception de l'Afrique. Tout à fait. Nous avons vu Biden venir en Afrique, rencontrer les présidents africains. C'était en Angola et les projets corridors de Lobito étaient largement évoqués. On sait pourquoi le corridor de Lobito et les projets là est lancé. Et puis il y a autre chose. Aux USA, les minerais critiques, les minerais stratégiques sont devenus un enjeu de sécurité nationale. Donc laisser une grande quantité de ces matières entre les mains des Chinois simplement et puis dépendre de la Chine devient compliqué. Il fallait anticiper, il fallait couper cette hémorragie, revenir sur les terrains. Et justement, dans ce contexte, est-ce qu'on peut craindre que la RDC puisse devenir un champ de bataille commercial entre deux grandes puissances? Mais je crois qu'à l'instant actuel, la guerre économique ou la guerre commerciale a déjà été lancée. Dans plusieurs parties du monde, on voit Donald Trump imposer, par exemple, les taxes douanières, ainsi de suite. On sait que la Chine veut rester présente. D'ailleurs, vous avez vu les balais diplomatiques chinois au Congo, et puis il y a eu cette délégation du CCP, comment est-ce qu'on appelle ça? CCPPC, les comités chinois, du peuple chinois, le comité politique du peuple chinois. Tout à fait. C'est un organe qui conseille les gouvernements chinois pour des questions politiques, économiques, ainsi de suite. Stratégique. Cette délégation est venue ici. On sait que la question des deals RDC-USA a été sur la table. Tout à fait. Cette question a été évoquée parce que les Chinois ont beaucoup d'intérêt ici. Nous savons que ça existe toujours, les deals du siècle RDC-Chine. On a simplement révisiter ces contrats qui nous a fait gagner 7 milliards de dollars. Donc les Chinois ont des intérêts à protéger ici. Ils le veulent s'assurer que leurs intérêts ne seront pas menacés. Tout à fait. Et nous savons que les USA veulent limiter l'accès aux minerais congolais, l'accès chinois aux minerais congolais. Ça sera compliqué. Mais dans ce contexte-là, on a l'impression que la RDC, justement, se retrouve au cœur de cette affaire et peut en tirer beaucoup. Justement, c'est maintenant à nous, la RDC, de jouer notre
notre partition. Déjà, moi, j'ai salué le fait que l'exportation jusque-là du cobalt a été suspendue parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne contrôlait pas assez les marchés. Mais c'est nous, la RDC, c'est la RDC qui détient les matières premières, mais c'est la Chine qui décidait parce qu'il y en avait en quantité dans ses réserves. Et donc, nous, aujourd'hui, on s'est dit qu'on doit jouer notre part. Et notre part, c'est, voilà, il faudrait qu'il y ait la fin de la guerre. Et puis, on sait que la Chine traîne les pas lorsqu'il s'agit de la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il y a une sorte de mollesse, il n'y a pas d'activisme chinois. Sans foutisme, comme on dit. Même au Conseil de sécurité, on voit que vraiment la Chine est parfois, elle est neutre. Donc voilà, c'est aussi ça le problème. Pour nous, on s'est dit, il y a peut-être quelques ramifications chinoises dans ce qui se passe dans l'Est. Nous avons tous suivi un reportage du confrère Alain Foka qui était sur place. On a vu certaines entreprises chinoises qui ont transformé certaines mines congolaises à quasiment des républiques chinoises propres à la Chine. Et c'est compliqué déjà à ce niveau-là. C'est pourquoi moi je voudrais ici insister sur le fait que le Congo doit jouer sa part dans un contexte où les géants veulent avoir les minerais sous son sol. Parce que nous le savons que ces minerais ne sont pas inépuisables. Tout à fait. Si on ne tire pas profit aujourd'hui, et maintenant, là, au moment où le monde entier a besoin de ces minerais, nous sommes à l'époque de la transition énergétique, et donc on risque de regretter plus tard. Effectivement, Tony Dibendila. Bénéficier de nos minerais. Tout à fait. Igor Biwaka, je l'ai dit, je l'ai posé à Tony. Est-ce que la RDC risque de se transformer en un champ de bataille économique entre la Chine et les États-Unis, mais aussi le rapprochement entre Kinshasa et Washington inquiète-t-il aussi les Chinois parce qu'on a vu qu'ils ont vraiment activé leur dernier levier diplomatique. Et est-ce que la Chine a des moyens pour faire main basse aux États-Unis en République démocratique du Congo? La Chine est une puissance économique, c'est-à-dire elle peut facilement rivaliser évidemment avec les USA et transformer en fait la démocratie du Congo en un champ de bataille commerciale et économique. C'est vrai, déjà, c'est un pays qui attise la convoitise d'autres nations du monde. Il n'y a pas que le pays à l'échiquier international, même au niveau régional, même le pays voisin comme le Rwanda qui aujourd'hui agresse la démocratie du Congo, évidemment à cause de ses ressources minières, de ses ressources minérales et autres, à cause de ses potentialités, de ses richesses. Et donc, Patrick Lumbala, je crois bien qu'il faudrait aujourd'hui orienter les débats autrement. Vous savez, je l'ai tantôt souligné ici que la Chine n'a pas été un partenaire fiable. Vous avez relevé le fait qu'aujourd'hui, la Chine a toujours manifesté une certaine mollesse sur la question, n'est-ce pas, sécuritaire de la démocratie du Congo, mais avec raison. Avec raison, pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment qu'aujourd'hui, si le pays, la RDC, a le contrôle de ces minéraux, mais la situation va changer. Justement, puisque vous le dites, je vous pose cette question. Est-ce que la Chine profite de l'insécurité en RDC pour exploiter davantage les minerais? Évidemment, puisqu'il y a certains même sites miniers aujourd'hui contrôlés par les Chinois, le gouvernement congolais ne sait même pas ce qui se passe dedans. On l'a vu avec le reportage d'Alain Foka. Certains Chinois financeraient même des groupes armés. C'est possible. C'est possible. Pourquoi? Parce qu'ils savent pertinemment que les désordres, le conflit, l'insécurité, toutes ces situations tendues dans la partie orientale de la RDC, leur profiteraient. Ils se sont érigés en maîtres. Ils ont pris le contrôle du marché minier de la République démocratique du Congo. Et ils ne peuvent pas vouloir que, n'est-ce pas, ces marchés-là soient même en infime quantité contrôlée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Justement. Et ce qui est écœurant, et ils savent pertinemment qu'avec la présence américaine, la donne va changer. Et c'est pour cette raison déjà, en tant que calculateur, en tant que prospecteur, ils veulent maintenant faire des yeux doux au gouvernement de la République démocratique du Congo, ils veulent faire des yeux doux au président de la République pour essayer un tout petit peu de réactualiser le contrat, le terme de contrat. C'est là même, j'insiste encore, Patrick Lumbala, c'est là même le sens, n'est-ce pas, c'est là même l'opportunité du pays de pouvoir s'ériger en maître. Aujourd'hui, le président de la République l'avait rappelé lors de son allocution
à l'adresse, à l'endroit de la nation, le 30 juin de cette année, il avait dit qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo peut, n'est-ce pas, signer du partenariat avec tout le monde. Avec tout le monde. Tout à fait. Donc, on ne voit pas que les États d'Amérique, on ne voit pas que la la Chine, la RDC RDC est de retour et peut signer du partenariat avec tous les autres pays. Tout à fait. Et des partenariats qui seront, n'est-ce pas, bénéfiques au peuple congolais, qui vont profiter à la nation congolaise, qui va faire en sorte que les leviers, n'est-ce pas, les croissances et développement de la République du Congo soient activés. Tout à fait, tout à fait. Tony Dibendila, c'est une opportunité unique. On sent aujourd'hui que les grandes puissances ont besoin d'avoir, Igor l'a dit, des bonnes relations avec la République démocratique du Congo. Dans ce contexte où on se rapproche avec des États-Unis, est-ce que la RDC doit jouer à l'équilibriste entre les deux puissances? Je l'ai dit tantôt, c'est à la République démocratique du Congo de jouer sa partition et de la plus belle manière. Quelle partition, justement? Les Congo a toujours attisé des convoitises, depuis toujours. Les grandes puissances ont toujours voulu venir faire main basse sur notre sous-sol. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous savons que lors de la révolution de véhicules, avec les caoutchoucs, les Congo étaient présents. Lors de la Deuxième Guerre mondiale, avec la bombe atomique, le Congo est présent. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la transition énergétique. Le Congo est encore une fois de plus présent. Mais il faut tirer profit. C'est-à-dire que lorsqu'on évoque ici la question de jouer sa partition, c'est regarder qu'est-ce que nous pouvons véritablement et comment est-ce que nous pouvons véritablement gagner tel et tel autre dividende. Les Américains veulent avoir accès à nos minerais. Certains sites miniers congolais sont occupés par les forces ennemies. L'avantage avec les Américains, ils sont quand même pragmatiques. On voit les projets Corridor de Lobito, par exemple. C'est un projet pragmatique. Au-delà de ramener les matières premières, ça va faire développer les côtés sud. Et non seulement pragmatique, mais ils ont quand même une certaine éthique. Ils n'achètent pas, par exemple, des minerais produits par des groupes armés. Tout à fait. Mais on sent, en conflit. Mais avec les Chinois, on sent que voilà, ils sont dedans. Les entreprises chinoises sont là. Oui. Même lorsque les M23 fait ceci, vous verrez les Canadiens vouloir partir, vous verrez les Américains ne voudront pas venir. On sait, ce que nous disons, c'est avec Alpha Mine. Nous avons d'ailleurs, nous nous sommes rendus compte que les Américains ont retiré leurs actions parce qu'ils ne pouvaient pas rester dans un environnement comme ça. Dans un environnement où il y a des groupes armés. Mais les Chinois, malheureusement, ils sont là et ils en profitent. Ils profitent de vivre dans des zones où il n'y a pas de droit. C'est-à-dire que dans des zones où il y a des criminels de guerre, et ils sont là, ils ne se sentent pas mal à l'aise. Et donc aujourd'hui, nous avons la chance de voir quand même les Américains vouloir revenir. Une chance qui peut aujourd'hui nous aider à mettre fin à cette guerre qui ne finit jamais. Mais aujourd'hui, cette chance d'avoir un discours crédible et de dire que voilà, nous avons des minerais, voilà nos problèmes. Qu'est-ce que nous pouvons concrètement faire? Nous savons qu'officiellement, il y a l'ex-fondateur des Blackwater qui va sécuriser certaines mines. Ça, c'est du pragmatisme parce que nous l'avons vu, nous avons évoqué ici les reportages dans l'FOK. On voyait, il y a des Chinois qui financent certaines milices pour sécuriser leurs mines. C'est-à-dire, on s'est dit que c'est une véritable zone des non-droits parce qu'il n'y a pas l'autorité publique, parce qu'il y a des conflits armés. Donc aujourd'hui, la partition congolaise, c'est celle de regarder véritablement les intérêts congolais et comment bénéficier de ces différents contrats gigantesques qui pourront renflouer les trésors publics et faire bien gérer ces fonds en faveur du peuple congolais. Bien gérer donc ces fonds en faveur du peuple congolais. Nous allons donc suivre ce feuilleton de la présence américaine et chinoise en RDC pour voir si effectivement la RDC risque de se transformer en un champ de bataille commercial entre les deux grandes puissances économiques du monde. On va donc changer des chapitres pour justement évoquer cette fois la province du Haut-Katanga dans la partie sud de la République démocratique du Congo. Le gouverneur Jacques Kabula a été écarté de la tête de l'exécutif provincial. L'intérim est désormais assuré par son adjoint Martin Kazembe Choula. Le départ de Jacques Kabula de la tête
de la province du Haut-Katanga ouvrait-il la voie au développement enfin tant attendu et tant souhaité par la population de cette partie du pays? C'est ce qu'on voit d'abord dans cet élément et on se retrouve après pour en décrypter. La province du Haut-Katanga connaît un important remaniement à sa tête. Jacques Yaboula Katoué a été écarté de ses fonctions de gouverneur, ouvrant ainsi la voie à son adjoint Martin Kazembe Choula, qui assure désormais l'intérim. Ces changements interviennent dans un contexte où la population du Haut-Katanga, poumon économique de la République démocratique du Congo, nourrit des fortes attentes en matière de développement et de gouvernance. La décision de mettre fin aux fonctions de Jacques Yaboula Katoué intervient après une période où la province a fait face à divers défis. Le Haut-Katanga, connu pour ses vastes richesses minières, notamment le cuivre et le cobalt, est crucial pour l'économie nationale. Sa gestion est donc scrutée avec une attention particulière tant au niveau central que par ses habitants. Le départ du gouverneur en place ouvre pour beaucoup une nouvelle page. Ces périodes de transition sont souvent accompagnées d'un regain d'espoir et d'une soif de voir s'accélérer le projet de développement, qu'il s'agisse d'infrastructures routières, d'accès aux services de base ou de la promotion d'un environnement de affaires plus inclusif. Pour incarner ces possibles nouveaux départs, l'intérim est assuré par Martin Kazembe Choula. Son profil est mis en avant comme un atout potentiel pour cette transition. Fort d'une expérience notable en gestion locale, Martin Kazembe a notamment occupé le poste de maire de Lubumbashi, la capitale provinciale, et le centre économique du Haut-Katanga. Cette expérience à la tête de la plus grande ville de la province est perçue pour certains observateurs comme un facteur clé. La gestion d'une métropole telle que Lubumbashi demande une connaissance approfondie de réalités urbaines, de défis d'infrastructures, de la sécurité et de la cohabitation sociale. Son mandat à la mairie de Lubumbashi lui a conféré une compréhension des rouages administratifs, des besoins des citoyens et des attentes du secteur privé local. C'est sur cette base que l'on fonde l'espoir qu'il pourra orienter la province vers une ère des progrès plus tangibles, en se concentrant sur des actions qui ont un impact direct sur les quotidiens des populations. Cependant, la tâche qui attend Martin Kazembe Choula est immense. Le Haut-Katanga, malgré ses richesses, est confronté à des défis persistants, notamment l'amélioration des infrastructures de transport pour faciliter l'évacuation de minerais et la circulation de personnes, diversification économique pour réduire la dépendance au secteur minier, renforcement de la gouvernance locale et lutte contre la pauvreté. Les yeux sont désormais rivés sur cette période d'intérim, avec l'espoir que l'expérience de Martin Kazembe, notamment celle acquise à la tête de Lubumbashi, se traduira par des initiatives concrètes et visibles qui marqueront un véritable tournant pour le développement durable du Haut-Katanga. La population attend ces actes qui transformeront les promesses en réalité tangible. Et voilà donc Jacques Yaboula mis à l'écart justement de la gestion de la province du Haut-Katanga, Igor Biwaka, une conséquence logique de tout ce qui s'est passé ces derniers mois? Oui, Patrick Lumbala, il faudrait d'abord rappeler tout de suite les contextes qui ont mis out l'ex-gouverneur, le désormais ex-gouverneur du Haut-Katanga, de la province minière du Haut-Katanga. C'est vrai, il y a eu des propos controversés, teints d'ambiguïté, également de sens antipatriotique, puisque déjà le fait de maquiller les atrocités, je dirais, commises par des chefs de guerre dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, ça ne peut qu'interroger du moment où, n'est-ce pas, ces chefs de guerre, dans leurs idées expansionnistes, ils visaient la province du Haut-Katanga, ça ne peut qu'inquiéter. C'est pour cette raison qu'on voulait avoir un tout petit peu des élucidations sur ces propos d'ambiguïté et controversés. Et alors, aujourd'hui, Jacques Yaboula, la page Yaboula appartient désormais au passé, Patrick Lumbala. Appartient au passé. Pourquoi c'est la grande question. Tenez, depuis, n'est-ce pas, le règne de ces désormais ex-gouverneurs du Katanga, à la tête de cette province, on a vu qu'il n'y avait pas eu des projets structurants, pas des projets structurants, pas d'initiatives incitatives au développement pendant tout son règne. Voyez-vous? Alors, il était plus que temps de réévaluer la gouvernance Yaboula.
il était plus que temps de s'interroger sur le mécanisme, sur le modus operandi, non seulement, mais également sur le modus faciendi de la gouvernance qui n'a pas marché. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'était une gouvernance chaotique? Je l'ai dit, Patrick Lumbala. La province du Haut-Katanga, ce n'est pas n'importe quelle province. Je l'ai présenté tantôt ici comme étant une province minière. La province du Haut-Katanga tombait dans le marasme. Ça, c'est une évidence. Voyez-vous, pourtant, cette province elle a en fait la deuxième ville d'importance économique, qui est Lubumbashi, à considérer comme étant la capitale économique de la République démocratique du Congo, au terme évidemment de ces énormes ressources minières, Patrick Lumbala. Mais aujourd'hui, Lubumbashi ne fait pas parler d'elle en tant que ville. Du moment où, on l'a dit tantôt, on l'a dit dernièrement, Patrick Lumbala, qu'elle possédait, qu'elle contenait 7 communes. Et elles toutes bénéficiaient des redevances minières. Kenya, Katoto, Kamalondo, Kamalondo, mais également Annexe, Rwashi. Tout à fait. Avec Rwashi Mining. Voilà, d'ailleurs, vous m'avez précédé. Des redevances minières colossales, en millions de dollars. Millions de dollars américains. Déjà parlant de Rwashi, Rwashi abrite Rwashi Mining, comme vous l'avez dit. Ce n'est pas n'importe quelle société minière, ce n'est pas n'importe quelle entreprise minière. Cette entreprise a une capacité de production annuelle de moins 10 000 tonnes de cobalt. 10 000 tonnes de cuivre, voulais-je dire, et 1 000 tonnes de cobalt. Combien vaut une tonne de cuivre actuellement, Patrick Lumbala? Combien vaut une tonne du cuivre actuellement? Et combien cette entreprise minière à titre de redevance versée à la province? Voyez-vous? Et parlons même de ces versements des redevances minières à la province. Il faudrait rappeler, il faudrait souligner ici le fait que dernièrement, la Cour des comptes a rendu public un rapport. Et dans son rapport, évidemment, il dénonçait des malversations, des pratiques de détournement au sein des Rwashi Mining. Voyez-vous, et ce sont des faits, je n'invente rien. Le rapport existe, il suffit d'aller. Le rapport existe, il est accessible à tous d'ailleurs. Accessible à tous, vous verrez ce que je suis en train de dire ici, des détournements. Mais ces détournements-là ne peuvent se faire que si il y a en fait des relations entre les autorités provinciales et même ces sociétés minières. Puisque déjà, il faut rappeler le fait que si ces entreprises minières signent un cahier de charges entre ces entreprises minières et les communautés locales sous l'égide évidemment des entreprises et de l'autorité provinciale. Donc, par induction, Patrick Lumbala, l'autorité provinciale est informée à temps réel de toutes les pratiques qui se font, les pratiques même ignominieuses, Patrick Lumbala. Donc, la gouvernance de Jacques Yabula n'était plus, comme je l'ai dit, n'était plus valable. Il a fallu de toute urgence changer le cap et ça tombe bien, il s'est méconduit à travers ses propos et ça a ouvert la voie justement à sa sortie. À ce changement tant attendu, Tony Dibendila, Igor Biwaka parlait notamment des redevances minières. On voit que dans la province voisine, celle du Lualaba, même dans les contrées les plus reculées, vous avez des infrastructures de base, vous avez des hôpitaux, vous avez des écoles construites, vous avez même des voiries qui sont asphaltées. Tout le contraire de la province du Haut-Katanga. Est-ce qu'il était temps que Jacques Yabula puisse quitter la province? Je crois que Yabula doit être conjugué au passé. D'abord, il se trouve où? C'est honteux pour un responsable de ce rang. Vous êtes invité à Kinshasa pour vous expliquer certains propos tenus publiquement et vous prenez fuite. Mais officiellement, on parle quand même des raisons de santé. C'est un prétexte. C'est un prétexte. On se connaît dans ce pays. Yabula est malade juste lorsqu'on l'a invité à Kinshasa. Il prend fuite. Pourquoi il a pris fuite? Je crois que la mégestion aujourd'hui constatée dans le Haut-Katanga s'explique. Mais lorsqu'on passe son temps à financer des mouvements hostiles, parce que financer des mouvements hostiles. Mais oui, mais je ne vois pas qu'est-ce qui peut lui prendre assez de temps pour. Il y a assez de redevances, je ne vais plus revenir là-dessus. Mais on note d'une part des redevances importantes, d'autre part une gestion fade, une gouvernance vide. Je l'ai toujours répété. Mais qu'est-ce qui peut justifier? Qu'est-ce qui lui prenait assez de temps? À part le fait de s'en prendre à lui qui
joue l'intérim aujourd'hui. Je rappelle l'affaire Lac Tchombe, on a voulu faire tomber les vice-gouverneurs Martin Kazembe. Ni été la lucidité du VPM Jacques Chabani, mais il n'aurait pu être là, présent. Cela a été boutiqué par Jacques Kiaboula, c'est connu. Mais qu'est-ce qui a pris assez d'État à Kiaboula pour gouverner efficacement et donner de l'ampleur à la province du Haut-Katanga? Mais il a passé son temps à vouloir calquer les modèles Katumbi, financer un club de football pour amuser la galerie, mais aussi en coulisses soutenir des mouvements hostiles au Congo. Mais considérer Corneille Nangaa et Joseph Kabila comme des innocents qui n'ont rien à voir, des enfants de la maison avec qui on peut être traité en aparté, et l'ennemi c'est Paul Kagame, alors que tout est démonté sur la table, qu'ils sont en complicité. Mais c'est irresponsable. Et on t'invite pour te justifier, tu pars en fuite. Et cela renforce les soupçons. Cela renforce les soupçons de son appartenance ou de son intelligence avec les forces ennemies qui endeuillent l'Est du Congo. Et donc aujourd'hui, je crois qu'il faudra se concentrer à ce qui au profil de Martin Kazembe. Et justement, c'est ça, on va terminer par là d'ailleurs. Quel avenir, quelle chance pour Martin Kazembe? Est-ce qu'il incarne le profil parfait pour relever cette province? Je le souhaite, bonne chance, c'est un bon profil, la biographie est connue, c'est un juriste, c'est quelqu'un, il a été maire de la ville de Lubumbashi, et il connaît les terrains, il connaît les enjeux, il a été longtemps combattu par son titulaire, ni tété sa maîtrise des réalités politiques, mais il ne serait plus vice-gouverneur, ni tété sa lucidité, son efficacité. Je pense que cette efficacité, il la mettra au service de la province du Haut-Katanga. On sait que bien qu'étouffé, bien que martyrisé, je voudrais dire, par Kiaboula, il a tenu bon. Il faisait d'ailleurs de son mieux pour s'intéresser de plus en plus au développement agricole de la province du Haut-Katanga, chasser des affaires minières par les gouverneurs en place. Il n'avait pas... On se rappelle d'ailleurs de ces différentes interventions dans les contrées reculées, notamment à Kachobwe, chez lui d'ailleurs. Il avait d'ailleurs été... il était quasiment effacé par son titulaire. Mais aujourd'hui, il prend les arènes. On espère qu'il fera un bon travail. C'est un bosseur, c'est connu. C'est d'une efficacité notoire. Et on espère que sa prise de fonction permettra à ce que cette province se développe le plus vite possible au regard de ses potentialités à la fois minières et de la qualité de son élite intellectuelle. Effectivement. Donc on estime qu'il pourra faire un très bon travail. Bonne chance à Martin Kazembe. Tout à fait. Igor Biwaka, Martin Kazembe, vice-gouverneur qui prend aujourd'hui la tête de la province du Haut-Katanga pour assurer l'intérim. Un profil parfait pour enfin faire redécoller la province du Haut-Katanga. Je crois que je vais encore me ressasser. Je l'avais tantôt dit dernièrement que c'était un profil qui convenait en tout cas à la tête de cette province. Mais il ne faudrait pas en fait laisser voiler la face, puisqu'il va hériter d'un passif beaucoup plus lourd de la mauvaise gouvernance de Kiaboula. Et donc il a une lourde responsabilité, très lourde responsabilité. Je pense bien qu'au travers de son expérience, mais également ses compétences, il pourra tant soit peu relever toutes ces difficultés. Mais Patrick Lumbala, j'aimerais bien rebondir sur un fait pour justement chuter. Montrer les faits, comment la mauvaise gouvernance de Kiaboula a pu effacer le Haut-Katanga dans le radar des provinces, des joyaux économiques de la République démocratique du Congo. Et il a joué avec une astuce beaucoup plus sérieuse, avec un indice beaucoup plus compactant, c'est au fait museler la presse, voyez-vous, puisqu'on ne pouvait pas parler de Kiaboula en mal dans le Haut-Katanga, tout en sachant personnellement que la presse joue un intermédiaire entre le gouvernant, sans se sentir en insécurité, entre la presse, c'est un intermédiaire entre le gouvernant et le gouverné. Et donc, il a pu coincer la presse et on ne pouvait pas dénoncer toutes ces malversations-là. Voyez-vous, et cela a contribué à sa mauvaise gouvernance, sa politique de mauvaise gouvernance dans le Haut-Katanga, tout en effaçant complètement cette province, ces joyaux économiques du radar des provinces, je dirais des joyaux économiques de la République du Congo, si je peux me répéter. Et aujourd'hui, laissons place, n'est-ce pas, à Fimasuka, à Saïni. Aujourd'hui, la province de Lualaba fait parler d'elle. À travers quoi? À travers la vente d'une image positive de cette province. Aujourd'hui, cette province n'est pas seulement connue en République démocratique du Congo. Tout le monde parle du Lualaba. Tout le monde parle de Lualaba. Et c'était un facteur
sérieux et profond, n'est-ce pas, pour attirer les étrangers, pour attirer des touristes au sein de cette province. C'est même pour cette raison que Fifi Masuka Saini, comprenant cette évidence, a pu... Regardez simplement l'aéroport des... Voilà, les travaux qu'il est en train de construire. Mais si... Les travaux qu'il est en train de construire. Des mois après demain, il y aura l'aéroport international de Kolwezi. Mais regardez la bâtisse. Regardez jamais imaginé la forme que ça à la donne. province du Haut-Katanga. Regardez la forme que ça donne. Il a tout bouffé seul. Donc ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, Kazembe peut s'imprégner de la bonne école de Fifi Masuka Saini pour pouvoir redorer l'image ternie de cette province du Haut-Katanga. Merci beaucoup Igor Biwaka. Ça sera donc le dernier mot d'ailleurs de notre émission de ce jour. Merci Tony Antoine Dibendila. Merci Igor Biwaka. Merci Patrick. Merci à vous également de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est donc pris pour demain pour décrypter justement l'actualité vue de la rédaction d'Ecofin Télévision. À très bientôt.